Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Ossimètre, l'émission 100% football Nouvelle-Aquitaine. Vous allez tout savoir de l'actu du ballon rond du week-end passé et évidemment du week-end qui arrive avec nos deux spécialistes, nos deux invités ce soir. Frédéric Lahari, commençons par vous, responsable du service des sports du Journal Sud-Ouest. Bonsoir Fred, merci d'être avec nous ce soir pour parler football. Bonsoir, oui, merci à vous. Tout va bien ? Tout va très bien. À vos côtés, Clément Carpentier, petit nouveau de cette émission, journaliste à Bordeaux, spécialiste de football, journaliste à 20 minutes. Bonsoir Clément. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour parler notamment des Girondins, mais pas que. Voici le menu de ce mardi 17 novembre. Portugal-France, est-ce la victoire de Didier Deschamps, le Bayonnais? Vous allez en parler. Nous évoquerons également la Ligue 1 avec un déplacement difficile, c'est moins qu'on puisse dire, pour Bordeaux à Rennes ce vendredi. La Ligue 1 encore, bientôt peut-être, qui sait, de nouveau à 18 clubs comme il y a quelques années. Et enfin, nous évoquerons les filles avec ces Girondines de Bordeaux qui, elles, marchent très bien et retrouvent leur place, la 3e en D1. Est-ce que c'est leur place ou est-ce qu'elles peuvent aller plus haut? Vous allez tout nous dire, messieurs. Mais on commence par cette belle victoire de l'équipe de France au Portugal qui lui assure la qualification pour la finale à 4 de la Ligue des Nations. Est-ce la victoire du Bayonnais Didier Deschamps, Frédéric Lahari? Alors d'habitude, on dit que c'est la victoire des joueurs et la défaite de l'entraîneur. Ouais, mais là, en l'occurrence, on peut quand même dire que c'est voilà. la victoire aussi de l'entraîneur parce qu'il a effectivement il a fait du Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il a parfaitement managé son équipe. Il ne s'est pas affolé après la défaite contre la Finlande où il a rappelé les cadres. Il a remis Adrien Rabiot dans le circuit parce qu'il a failli le perdre il y a 2 ans. Et donc, il a touché les bénéfices de ce management très, très subtil. Clément, c'est la victoire de Deschamps aussi? Pas que, évidemment, mais... Moi, je dirais la victoire de Deschamps et ses cadres. Donc voilà, même si tous les joueurs ont participé évidemment à la victoire, je pense que lui, évidemment, comme l'a dit Fred, il a préparé parfaitement son match, comme il sait très bien le faire d'ailleurs. Quand il y a un rendez-vous, il manque jamais ses rendez-vous, Didier Deschamps, en termes de coaching. Et en plus, il a des joueurs qui répondent présents aussi aux moments importants. Et ça, pour un coach, c'est quand même, on va dire, capital parce qu'il sait qu'il peut compter sur eux le jour où il a vraiment besoin d'eux. Et donc, parfois, il passe un peu au travers. Il suffit de prendre l'exemple de Paul Pogba, qui a été catastrophique 3 jours avant et qui, 4 jours après, est très très bon au Portugal, voire un des meilleurs joueurs du match. Donc, ça, c'est important pour construire pour un coach. Et évidemment, il y est pour quelque chose parce qu'il a dû aussi lui parler et lui dire mon petit coco, il faut que tu te réveilles là, quand même. Dans l'état d'esprit, dans la rigueur tactique, dans la solidarité, c'était la France de la Coupe du Monde? Oui, il y a même un peu plus, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement cette solidité, cette solidarité, les cadres, comme l'a dit Clément, les cadres qui prennent les choses en main, mais il y avait aussi du jeu, il y a vraiment eu de belles séquences. Sur une des occasions de Anthony Martial, c'est une séquence à 22 passes où tous les joueurs touchent le ballon et qui va d'un côté à l'autre. C'est vraiment presque du tableau noir, il manque que le but à l'arrivée, mais il y avait aussi vraiment du bon jeu. Avec un milieu de terrain royal, hein. Vous parliez de Pogba tout à l'heure, mais Rabiot aussi. Oui, qui était perdu pour l'équipe de France il y a 2 ans, qui est là avec Kanté, très très fort milieu de terrain aussi. Je crois que j'ai vu cette statistique où l'équipe de France n'a jamais perdu quand Kanté et Pogba sont titulaires au début du match avec cette équipe. Je crois en une 20aine de matchs. Donc ça on sait déjà que c'est une bonne base de travail. Et là vous ajoutez Adrien Rabiot qui, on doit l'avouer, a encore progressé. C'était déjà un très bon joueur, un joueur de haut niveau quand il jouait au Paris Saint-Germain. Mais là on sent qu'il a vraiment passé c'est la rigueur tactique de la vue. Oui, exactement, qu'il a passé un stade et on sent qu'il a passé un stade, moi surtout, un cap plutôt au niveau physique. Il faisait des courses encore à la 70e minute de jeu, c'était quelque chose quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, d'ailleurs peut-être depuis l'époque Matuidi, qui jouait à peu près dans le même poste, un peu hybride, on va dire milieu de terrain, et en même temps il couvre le côté gauche avec son latéral. Là il y a vraiment un milieu de terrain solide et lui on peut dire qu'il a gagner sa place, pas que sur ce match-là, parce que déjà en Croatie, il avait déjà été très bon, mais là pour le coup, il s'impose dans cette équipe et c'est important pour la suite. Alors la charnière centrale notamment a été très bonne, vous voyez venir ma question, Frédéric, évidemment. Est-ce qu'il y a des places à prendre dans cette équipe, notamment pour le Girondin qui joue à Séville maintenant, Jules Koundé ou pas? Pour l'Euro, je parle de l'Euro évidemment. Oui, bien sûr, il a une carte à jouer. Le problème, c'est c'est un poste où il y a beaucoup de concurrence, chez les espoirs aussi. Mais je pense qu'il n'est pas très très loin, ça passe par des bonnes performances en espoir, ce qui est le cas jusqu'à présent, avec Séville, ce qui est le cas jusqu'à présent.
Peut-être que l'année prochaine, il jouera dans un club d'un niveau encore supérieur, même si Séville, c'est déjà pas mal. C'est mieux que la plupart des clubs français. Oui, notamment en Ligue Europa, et aussi en Ligue des Champions. Mais peut-être que l'année prochaine, il sera à Manchester City ou à Barcelone. Enfin, donc, il va encore passer un cap. C'est un joueur qui, à chaque fois, absorbe les obstacles avec une facilité vraiment impressionnante. Vous y croyez, Jules Koundé, en équipe de France, d'ici l'Euro ou pour l'Euro? J'y crois clairement dans le groupe pour cet Euro. Je pense qu'il peut avoir sa chance à un moment donné. Après, dans le 11 titulaire, je pense que là, ça va être très compliqué de déloger un joueur comme Kipembe, qui a pris quand même beaucoup d'épaisseur ces derniers mois, que ce soit en club et avec la sélection, qui a fait un gros match au Portugal. Raphaël Varane est un cadre de l'effectif, donc c'est compliqué de le bouger. Donc dans le 11 de départ, je ne le vois pas pour tout de suite, on va dire. Mais en tout cas, dans le groupe, il mériterait d'avoir sa chance. Et même il aurait mérité déjà de l'avoir peut-être lors de ce rassemblement-là ou le rassemblement précédent, parce qu'il y a des joueurs, pour le coup, qui ont été appelés et qui n'ont pas vraiment fait des très bonnes choses. Je pense au PM Mécano ou à l'Anglais qu'on a encore vu en difficulté contre la Finlande. Donc là, je pense qu'au prochain rassemblement, je mettrais bien une petite pièce sur Jules Koundé pour le coup. Eh bien, on verra, Clément. Il y a France-Suède ce mardi soir. Dernier match qui ne sert plus à grand-chose, évidemment, pour les Bleus, à part à préparer ce fameux Euro l'an prochain. Retour à la Ligue 1 ce vendredi, avec en ouverture Rennes-Bordeaux. Deuxième thème du soir, les Girondins. Alors, c'est un thème récurrent, évidemment. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les Girondins, Frédéric. Ça sera très compliqué. D'abord, parlons du terrain, ce voyage en terre bretonne. Oui, bien sûr, parce que Rennes est une équipe maintenant labellisée Ligue des Champions. Même si elle a pas eu de très bons résultats, elle a quand même fait plutôt de bons matchs. Et c'est une équipe qui est à la fois puissante, joueuse, avec des individualités. Tout ce que n'aiment pas les Girondins actuellement. Ça sent la tempête encore pour les Bordelais ou pas? Ça va être compliqué, il va falloir sortir le parapluie parce que ça peut tomber dru, on va dire, là-bas du côté de Rennes. Pour les Girondins, oui, c'est surtout que là, ils vont se confronter face à des équipes un cran, voire deux, voire trois au-dessus d'eux, on va dire, par rapport au niveau actuel des Girondins. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est un match de reprise aussi. Donc on ne sait jamais trop comment ça se passe et tout. C'est toujours un peu plus compliqué de retrouver le rythme. Là, je parle pour les Rennais qui ont un match de Ligue des Champions important aussi à préparer 4 jours après contre Chelsea. Donc pourquoi pas réaliser un coup, mais on va dire qu'on y croit très moyennement. Ouais, moyennement, on va dire. Dans l'interview que Frédéric Longuet-Pré, le président de Girondins, vous a accordé, Frédéric Lahari, dans le Sud-Ouest, il dit que l'effectif, entre autres, il dit bien des choses, mais que l'effectif vaut mieux qu'une lutte pour le maintien, franchement. On n'est pas obligé d'y croire quand même. Si je pense que c'est. Il est dans son rôle quand il le dit. Oui, voilà, il est dans son rôle et je pense qu'il est ici. En tout cas, les supporters, il insiste sur le fait qu'il faut retrouver de la confiance. Et bon, effectivement, s'il dit qu'il n'a que des trompettes dans son effectif, ça va être difficile après. Ça va pas le faire. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas être non plus complètement dupe et se dire que cet effectif-là va jouer pour les 5 premières places. Mais on peut quand même penser que Bordeaux vaut mieux que son match à Monaco, que son match contre Montpellier, que sa première mi-temps contre Nîmes, à Marseille, et que Bordeaux peut faire quand même mieux qu'actuellement et être au moins dans les 10-12 premières places. Vous y croyez, Clément, aussi ou pas? C'est qu'individuellement, je trouve qu'il a plutôt raison. Si on prend les joueurs un par un, à leur niveau, pas un très bon niveau, à leur niveau tout simplement, je pense que l'équipe est faite pour jouer entre la 7e et la 10e place, voire la 12e place. Le problème aujourd'hui, je pense qu'il est collectif. C'est-à-dire que cette équipe ne propose rien collectivement, tout simplement. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la faute de l'entraîneur, puisqu'apparemment les entraîneurs précédents ont eu les mêmes problèmes. Donc c'est peut-être aussi de la faute des joueurs à un moment donné. Mais collectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de style, il n'y a rien qui se dégage de cette équipe. Alors qu'individuellement, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise équipe. Il y a des joueurs quand même de qualité qui sont quand même référencés en Ligue 1 depuis quelques années, ou même référencés au niveau international avec Costil. Koscielny derrière, même Pablo à un moment donné a été un très bon niveau. Donc je pense que le problème est plus collectif, mais ça malheureusement c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui et on a l'impression que ça date depuis maintenant un petit bout de temps, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut être inquiet pour les Girondins de Bordeaux ou est-ce qu'on est qu'en novembre et qu'il y a encore le temps, comme on dit? Oui, c'est vrai qu'on est qu'en novembre et il y a encore le temps, mais on peut être inquiet, on peut être surtout vigilant parce que jusqu'à présent Bordeaux a battu les équipes moins cotées, on va dire, donc a assuré le minimum, mais n'a pas réussi à aller chercher quelques petits points
contre par exemple Montpellier, même en nul, Marseille, qui n'était pas non plus à un niveau exceptionnel. Donc du coup, ça rajoute de la pression pour ces matchs au couteau, pour le maintien. Et on sait très bien que dans cette Ligue 1, 2-3 défaites consécutives, vous vous retrouvez sous la menace de la relégation, même s'il y a déjà une ou deux équipes qui sont décrochées, et que 2 ou 3 victoires, et du coup, vous êtes à 3 points de la Ligue des Champions. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faut regarder derrière. Oui, je le dis depuis le début de la saison, Bordeaux doit d'abord regarder derrière plutôt que devant. Jean-Louis Gasset le dit aussi, Bordeaux joue le maintien. Il n'a pas tort. En tout cas, déjà, il sort le parapluie, comme on dit. Le parasol, ou même le parasol, ouais. Non, après, je ne suis pas non plus inquiet. Le bon terme a été utilisé par Fred, c'est vigilant. Mais c'est sûr que si cette équipe, par contre, se retrouve, on va dire, à la trêve, justement, 15e ou 16e, et donc, du coup, il faut se préparer à jouer le maintien, là, je vais commencer à être inquiet parce que, justement, c'est une équipe qui n'est pas prête à jouer le maintien. Il y a des équipes dans le championnat, elles savent qu'elles vont jouer le maintien, donc elles ont les joueurs, elles recrutent en fonction de ça aussi, les caractères des joueurs et tout. Et donc, ils sont prêts à jouer le maintien toute la saison, ils savent qu'ils vont être autour de la zone rouge. Bordeaux, pas du tout. Donc là, il faudra voir aussi comment réagit le groupe. Un groupe qui quand même commence à montrer quelques fissures aussi. Donc il va falloir suivre ça dans les prochaines semaines et surtout il faudra vraiment faire un point au niveau de la trêve hivernale, on va dire. Et Bordeaux qui sera à Rennes donc vendredi en Ligue 1, qui jouera à Paris le samedi 28 et qui recevra Brest le dimanche 6 décembre. Ça peut valoir très cher ce match contre Brest, on suivra ça bien évidemment. Messieurs, restons dans la Ligue 1 pour évoquer le troisième thème de cette émission. Va-t-elle revenir à 18 clubs ? Vieux serpent de mer du football français. Alors ça a déjà été le cas il y a quelques petites dizaines d'années. On était passé à 20. Est-ce que c'est la solution ? Solution en tout cas évoquée par Vincent Labrune, le nouveau président de la Ligue. Alors ça peut être une solution, mais il ne faudrait pas que ça soit sportive ou économique d'abord la solution. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, pas pour de mauvaises raisons. Parce que moi, si j'ai bien suivi en lisant tout ce qui a été dit, ça intéresse beaucoup de clubs pour des raisons économiques, puisque on partage le même gâteau en 18 plutôt qu'en 20, et d'autant plus que c'est un gâteau qui a tendance qui risque de se rétrécir. On va enlever peut-être la chantilly. Ouais. Donc, des gens qui ne pas en ce moment. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement. Après, je pense que la réflexion de Vincent Labrune aussi, c'est comment redonner de l'attraction, de l'attractivité à cette Ligue 1, puisqu'on voit que les audiences baissent, que il y a aussi le fait qu'on peut plus aller au stade, mais que les clubs en Ligue des Champions n'ont pas de bons résultats. Donc comment essayer de rebooster ça ? Donc c'est plutôt par un championnat un peu plus élitiste qui permettrait de resserrer le niveau. Mais je ne pense pas que passer à 18 résolve vraiment tous les problèmes. Bonne ou mauvaise idée alors ? Je sais pas, faudra voir, mais c'est surtout pas la solution miracle comme on peut nous la présenter aujourd'hui et l'unique solution. Comme vous le disiez tout à l'heure aussi, on va plus jouer la Coupe de la Ligue. Maintenant, on va jouer à 18 en Ligue 1 peut-être. Et il reste quoi comme match finalement au bout du compte ? Alors, on dit tout le temps qu'il faut alléger le calendrier. Alors, c'est sûr que si on continue avec 3 matchs internationaux à chaque trêve, ça peut se comprendre. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée non plus et surtout. Je pense que c'est pas fait pour les bonnes raisons. Donc, et puis bon, je sais pas, je trouve toujours que c'est intéressant au niveau sportif d'avoir pas mal de descentes, de montées. Ça met aussi de l'enjeu sportif finalement. On dirait qu'on nous emmène tranquillement vers ce qu'on pourrait appeler la ligue fermée dans quelques années au niveau européen ou des choses comme ça. On va réduire le nombre de clubs, on va être très élitiste comme disait Frédéric. À voir, je suis dubitatif, on va dire. Oui, parce que c'est vrai que, comme le dit Clément, on a l'impression que c'est sous la pression aussi d'une certaine catégorie de clubs qui ne veulent plus du risque sportif, puisque on nous dit que c'est pour attirer des investisseurs, donc notamment américains, le sport américain ne connaît pas cet aléa sportif. Les franchises, donc, les franchises, voilà, donc ça serait un modèle un peu américain avec une société commerciale et voilà. Mais franchement, si ce sont toujours les mêmes équipes, s'il n'y a plus ce danger-là, et puis surtout pour les équipes de Ligue 2, s'il n'y a plus la carotte non plus, c'est très difficile. Donc on risque un peu de consanguinité, donc ce serait un peu dommage. Ça, c'est déjà un peu le projet qui est en Europe avec les grands clubs européens, vous le disiez Frédéric.
qui veulent faire une ligue fermée européenne. Alors je ne sais pas quel mot ça sera, ce projet. C'est veulent- toujours plus d'argent et un peu moins de foot? Ils veulent faire une NBA, une Ligue des Champions façon NBA, tout simplement, hein, avec, comme vous le dites, des franchises, plus de risque de descente et tout. Donc, évidemment, vous pouvez mettre de l'argent de toute façon. Vous savez aussi qu'au niveau des droits télé, ça va tomber très, très fort et très régulièrement. Voilà, normalement. Là, je parle pour le niveau européen, où il n'y a pas trop de soucis pour l'instant par rapport à la Ligue 1. Mais oui, c'est clairement, on nous emmène là-dedans. Et puis, il y a le côté, alors je ne sais pas si c'est le côté romantique du sport, mais c'est important de mettre L'incertitude. Voilà, de l'incertitude, de pouvoir créer l'exploit sportif quand même. Ce qu'on attend quand même assez régulièrement quand on regarde un match, évidemment, c'est que le petit tape le gros, on va dire. Donc oui, puis quand vous êtes en Ligue 2, quel projet vous construisez si finalement on vous donne plus qu'une chance d'aller en Ligue 1 ? Je vais faire un comparatif avec le top 14, mais c'est quand même un peu ça aujourd'hui. Ça veut dire que le top 14, aujourd'hui, vous avez un club qui est sûr de descendre et un autre sûr de monter. Et après, après, en fait, vous faites un championnat, il faut être deuxième ou premier, mais vous ne savez même pas si après vous allez encore pouvoir monter. Donc, l'incertitude sportive se réduit drastiquement, on va dire. Ouais, on en parlera bien évidemment, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Je voudrais qu'on termine cette émission par parler des filles. De retour, la D1 féminine après les matchs de l'équipe de France et les Girondines qui vont bien, elles, chez les filles, contrairement aux garçons, qui sont 3e de D1, qui sont imposés ce week-end au Havre. Les Girondines peuvent-elles aller encore plus haut ou pas? 3e, c'est déjà très bien, mais devant, il y a Lyon, Paris, les Ogres. C'est l'objectif, mais c'est vrai que pour l'instant, Lyon est intouchable. Paris, très difficile, même si Bordeaux a fait 0-0 sur un match. Voilà, sur un match. Bordeaux a eu un peu de mal à débuter, avec une défaite à Juvisy, je me souviens puis un plus. match nul 4-4 après. Et 4-4 d'abord. Ouais. Donc là, ils ont été gagnés au Havre, qui est promu, donc c'est dans l'ordre des choses. Mais effectivement, c'est dans l'objectif, c'est d'être dans les 2-3 premières, enfin de rester et d'aller en Ligue des Champions, qui est un peu plus accessible chez les filles que en termes de budget, en tout cas. Voilà. Après, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, pas que pour les Girondines, c'est un peu au-delà, c'est avec la baisse des droits télé pour les garçons, j'ai peur que les clubs de Ligue 1 réduisent leurs coûts et réduisent notamment les budgets des clubs féminins, et ça serait un coup dur pour le foot féminin qui est en train de bien se développer. Les Girondines? Ouais, c'est surtout qu'en plus, dans le foot féminin, il faut vraiment, c'est vraiment si vous avez un budget important que vous passez une étape supplémentaire. On l'a vu, les Girondines, c'est vraiment le bon exemple. Au fur et à mesure, ils ont augmenté le budget et comme par hasard, ils sont montés dans la hiérarchie. Après, est-ce qu'ils peuvent aller voir plus haut? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un énorme gap entre Lyon, le PSG et les autres équipes. Bordeaux arrive en 3e position, donc ça, c'est assez intéressant. Pour revenir à la saison actuelle, c'est qu'elles ont débuté, pas difficilement, mais elles ont perdu des points qu'elles n'auraient pas dû perdre, on va dire, par rapport notamment à leur saison dernière. Donc déjà, elles sont déjà un peu décrochées du PSG. Qui va jouer contre Lyon ce week-end, donc aussi ça dépendra de ce résultat aussi, mais ouais, ça va être compliqué d'aller chercher la 2e place dès cette saison pour le coup. Déjà, il va falloir assurer cette 3e place qui est l'objectif de la saison, qu'il va falloir peut-être se battre avec d'autres équipes parce que justement on a perdu un peu de points en début de ce championnat. Il y a un match très important le week-end prochain contre le Paris FC justement en vue de cette place qualificative. Concurrent direct. Pour la 3e place. Là on peut dire aussi merci ce week-end à l'équipe de Dijon qui a battu Montpellier et qui permet justement à ces Bordelaises de passer en 3e position. Mais il va falloir déjà se concentrer sur cette 3e place, on va dire. Les Girondines 3e, Soyaux-Angoulême qui est toujours là tous les ans, malgré des moyens encore plus limités qu'à Bordeaux. Elles n'ont perdu que 5-1 à Lyon ce week-end. Lyon-Logre, Soyaux-Angoulême qui tient sa place, Frédéric. Oui, c'est difficile quand même, de plus en plus difficile pour Soyaux qui manque de moyens à ce niveau, qui touche les limites de son fonctionnement qui est très noble, c'est-à-dire sur beaucoup de bénévolat. C'est un club historique de la D1 féminine, mais qui manque de moyens. D'ailleurs, l'entraîneur est parti parce qu'il déplorait ce manque de moyens. Il y a eu la fusion avortée avec le club masculin d'Angoulême, parce qu'apparemment, il y a quand même des problèmes financiers à la SJ Soyaux, parce que maintenant, il y a des salaires, et c'est difficile.
Soyons Angoulême, qui quand même maintient sa place et se maintient pour l'instant en D1. Soyons Angoulême, qui d'ailleurs jouera à Bordeaux contre les Girondins, le derby de Nouvelle-Aquitaine, début décembre, le week-end du 5 ou 6 décembre, bien évidemment. Nous en reparlerons sur le plateau de cette émission qui se termine à présent. Merci Clément Carpentier, merci Frédéric Larry d'être venu nous voir ce soir. Très belle soirée à vous et à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bye bye.